Si quand tu entends pépite, tu penses d'abord au chocolat, si la seule catégorie des Césars qui t'intéresse, c'est celle du meilleur espoir, si tu penses que les jeunes pousses françaises se trouvent uniquement dans le Biocoop de ton quartier, eh bien cette émission est faite pour toi. Je suis Pierre Desmarais, bienvenue dans Rond Central. Chaque semaine, pendant une demi-heure et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1 Conforama, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un homme qui prouve que l'on peut être un expert de la jeunesse tout en s'appelant Raymond, un défenseur au mental d'acier passé par Lyon, Strasbourg, Paris ou encore Bordeaux qui a donné une autre dimension au métier de boucher, un francilien et c'est bien le seul qui préfère le métro au bus. La légende dit même que sa moustache a inspiré José Bové et Magnum. Cet invité, c'est avant tout le deuxième sélectionneur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France de football et l'homme qui a fait remonter le club de Jean-Michel Aulas en première division. Cet homme, c'est Raymond Domenech. Merci Raymond d'avoir accepté l'invitation de Rond Central et surtout bienvenue. Merci de m'avoir invité. Puis, je verrai la suite pour après vous dire merci, définitivement. Avec nous également aujourd'hui un homme qui a commencé sa carrière très jeune à Europe 1. Il se définit lui-même comme le Éric Carrière du commentaire, spécialiste du PSG depuis 2 saisons. Il a également la particularité de savoir monter dans les aigus comme Freddie Mercury, un petit gourmet qui, contrairement à ce que son nom indique, raffole des galettes de sarrasin. Julien Froment d'Europe 1. Salut Julien, merci d'être Pierre. Là. Merci. Ça, on l'a jamais fait, ça va. Je suis vacciné. Tu seras notre expert aujourd'hui, Julien. Entre le boucher et la boulangerie, là on est bien, là. On est bien, hein. Quand toi, à 16 ans, tu te demandais où tu avais rangé ton jean diesel pour aller en boîte, eh bien, d'autres, pendant ce temps-là, se demandaient où ils allaient ranger leur futur ballon d'or. Quand, comme Julien, tu stressais pour passer devant toute la classe en oral d'anglais, eh bien, d'autres s'apprêtaient à claquer leur doublé devant 50 000 personnes. Eux, ce sont les jeunes pousses, les futurs espoirs, ces joueurs qui, à même pas 20 ans, font déjà la Ligue 1 Conforama d'aujourd'hui et de demain. Et ce sont d'eux dont on va parler dans ce nouvel épisode de Rond Central. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, en préparant l'émission, on a identifié 4 catégories, 4 familles de jeunes joueurs. La première va concerner les jeunes parfaits au parcours exemplaire. La seconde, les jeunes impatients qui se sont peut-être brûlés les ailes. Dans la troisième partie, on évoquera ceux que l'on a appelés les Erasmus, ces jeunes étrangers et qui viennent faire leurs armes en Ligue 1 Conforama. Enfin, on parlera bien sûr de nos préférés, les Tanguy, ces jeunes qui sont restés trop longtemps dans leur club et qui ont peut-être de se faire rater le coche. Et première question pour toi, Raymond, dans quelle catégorie te situais-tu ? Parfait, pressé, Erasmus ou plutôt Tanguy ? À notre époque, Erasmus, ça n'existait pas parce que les jeunes ne partaient pas. Après, Tanguy, pas trop parce que je suis parti assez vite. Qu'est-ce qui reste dans les catégories Il y a le parfait ou le pressé ? Pressé, j'étais pas pressé. Je n'étais pas pressé parce que ça m'est tombé dessus sans que je m'en rende compte. En fait, c'était pas un projet. C'était une continuité dans la vie d'un gamin qui jouait au foot. Donc, c'était pas un vrai projet comme ils le font maintenant. Nous, on n'avait pas de centre de formation. Ceux qui étaient bons, ils continuaient à jouer, ils passaient de catégorie en catégorie. Donc, je dirais aucune de toutes ces catégories. J'étais normal, quoi. Alors, on va retourner au tout début des années 70. À ce moment-là, le prénom Raymond rime avec jeunesse et ce n'est pas un hasard si tu signes à tout juste 18 ans ton premier contrat en tant que joueur professionnel au sein de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts ? Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai pas signé un premier contrat professionnel. J'ai signé à l'époque ce qui n'existe plus maintenant, c'est un contrat de semi-professionnel. C'était presque du mi-temps. Enfin, c'était juste le salaire qui était à mi-temps, parce que le reste, on le faisait pareil. Mais comme j'allais à l'école, j'étais en terminale, encore à ce moment-là, et parce qu'ils avaient besoin d'un certain nombre de contrats, et il fallait absolument, donc ils m'ont fait signer ce contrat de semi-professionnel. Mais ça a commencé, je veux dire,
cette chance. On rentre dans le circuit des fois par hasard, les circonstances. Moi, c'est vraiment parce que c'est Aimé Mignot qui, après la finale de la Coupe Gambardella, m'a demandé ce que je faisais pendant les vacances. Je lui ai dit, je ne fais rien, moi je vais à la piscine. La piscine, elle était à Gerland, c'est à côté. Je lui ai dit, quand tu as fini la piscine, viens voir au stade ce qui se passe. Je me rappelle même que la première fois, je suis arrivé en retard. J'avais bien commencé mon parcours. Et voilà, et je me suis intégré à ce moment-là, je me suis entraîné avec l'équipe pro. Et j'étais ramasseur de balles pendant des années. Mes copains me disaient, mais t'as pas des autographes? Je disais, mais ça sert à quoi les autographes? C'est qui? Je connaissais pas le nom d'un joueur professionnel. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'était pas ce vécu de joueur professionnel, c'était de jouer. Et voilà. Et quand je suis rentré à l'entraînement, j'ai tout bouffé, j'ai pris la place. Et j'ai commencé mon premier match au mois d'août à Nice je veux dire, encore une fois, merci Jean Baeza. C'est lui qui casse la jambe de Metzler au bout d'un quart d'heure. Parce qu'avec ce que j'avais pris comme tournis pendant ce quart d'heure-là, je pense que s'il avait joué tout le match, j'aurais arrêté ma carrière après ce match. Et il a fait un petit quart d'heure, il est blessé. Je suis devenu le bourreau parce qu'on a cru que c'était moi. Les journalistes sont venus me voir. J'ai pas contredit, j'avoue. Il n'y avait pas d'image à l'époque, je laissais faire. Je lui ai dit, bon, s'ils veulent, je m'en fous. Ils parlaient de moi. Et je faisais déjà du théâtre. Donc du coup, cette image de Boucher, tu te l'es construite? Ah non, ils me l'ont donné. Et je lui ai dit, tiens, le costume me va bien. C'était pas un technicien hors pair. J'ai progressé, mais voilà, j'étais pas reconnu pour mes qualités de technicien, plutôt pour mes qualités de combattant. J'ai endossé le costume du combattant, la moustache, tout, et ça a marché. Hein. Et c'est devenu ta marque de fabrique. Oui. Pour rappel, quand même, la Ligue 1 Conforama est le championnat européen où les jeunes joueurs ont le meilleur temps de jeu. Des jeunes comme Saliba, Diop, Massengo ou encore Goebbels. Goebbels étant devenu cette saison à 17 ans et 2 jours le 5e plus jeune joueur à évoluer en Ligue 1 Conforama, derrière notamment Laurent Paganelli, 15 ans et 10 mois. Et par rapport aux autres championnats européens, la Ligue 1 Conforama figure en tête avec un total de 48 matchs cumulés des jeunes de 2001, quand la Liga en compte 10, la Bundesliga 4 et la Première Ligue 3 et la Serie A tout simplement 0. Alors, et la première catégorie de jeunes que l'on voulait aborder avec toi, Raymond, concerne ces jeunes qui ont le parcours parfait, la trajectoire idéale, ceux qui vont s'imposer partout où ils passeront. Bref, ceux qui vont crédibiliser la formule consacrée Ligue des talents pour parler de la Ligue 1 Conforama. Toi, Raymond, qui a entraîné les jeunes de l'équipe de France de football de 93 à 2004, tu en as croisé beaucoup, des jeunes parfaits? Ah oui, quand tu as 20 ans. À notre époque, c'était un peu plus vieux. C'était plutôt 20, 21, où ils confirmaient. On se disait, ceux-là, on est sûr qu'ils vont passer. La première génération que j'ai eue en espoir, il y avait Zidane, il y avait Thuram, il y avait Makelele. Voilà, je veux dire, c'était toute une génération avec des joueurs. On ne se posait pas la question. Ils s'étaient imposés déjà dans leur club, même à cet âge-là, où c'était plus compliqué quand on était jeune de s'imposer dans les équipes. Oui, il y en a eu plein, et toutes les générations suivantes, il y en avait toujours 5 ou 6, on était sûr, on ne se posait pas la question. Après, il y en a d'autres, on se dit, peut-être ils vont passer, parce que quand j'ai regardé, après j'ai fait le bilan des années, oui, il y a quand même la moitié qui disparaissent entre la catégorie espoir et le monde professionnel, ou qui signent un premier contrat, mais qui ne font pas une grande carrière. Mais les 4-5 de tête, on les connaît, ceux-là, on est sûr. Le jeune parfait qui t'a le plus impressionné, ce serait qui ? À cet âge-là, au niveau des espoirs, Zidane avait déjà cette solidité. C'était le vrai capitaine. Il avait le talent, et en plus, il avait un poids sur l'équipe. C'était lui qui gérait même au niveau des jeunes. Il avait déjà quelque chose en plus que les autres. On était à peu près sûr. Il y en a eu quelques-uns, il y a eu d'autres, mais je dirais un peu plus tard. Vraiment, la certitude que c'était un futur grand talent, il y a eu Zidane. Ouais. Justement, qu'est-ce qui fait leur différence à ces joueurs-là, peut-être au-delà de leur talent ? Est-ce que c'est leur dénominateur commun ? Ça pourrait être leur signe astral, par exemple ?
Il arrive avec ses gros sabots. Non, pas du tout. Quoique, le mois de juin est pas mal pour les stars. Platini du mois de juin, mais il y en a un qui est Gémeaux et l'autre qui est Cancer. Et Zidane. Donc Non. c'est pas ça a aucun. Ça ne veut rien dire, sauf chez les très jeunes. Et on l'a vu, nous, on l'a fait quand j'étais à la DTN. On a fait le bilan, en fait, en fonction des dates de naissance, des mois et des années. Quand on avait les années de septembre à septembre, la majorité des joueurs étaient septembre, octobre, novembre. Et quand on est passé les années de janvier à janvier, c'est janvier, février, mars, c'était ceux-là. Oui, parce que celui de janvier, il a pratiquement 1 an de plus que celui de décembre. Donc, pour rentrer dans les structures, pour être en compétition à 14-15 ans, il y a pratiquement 1 an d'écart. Et 1 an d'écart, c'est un monde d'écart. Ce qui fait qu'il y a des gamins qui sont un peu défavorisés. C'est pour ça qu'on peut en retrouver après, qui ont grandi, qui sont passés et qui arrivent petit à petit. Mais cet écart par rapport aux catégories où ils jouent ensemble peut être d'1 an. Et c'est vrai que ça compte. Donc, c'est pas le signe astrologique qui fait la différence, c'est les mois d'écart qui font la différence. Justement, parmi les jeunes au parcours exemplaire, il y en a un dont tu voulais nous parler plus longuement, je crois, Julien. Ouais, tu l'as bien connu, Raymond, c'est Djibril Cissé. Quand il était à Auxerre, il a eu une carrière, on va dire, longiligne. Il a fait sa formation à Auxerre, bien couvert par Giroud. Et puis après, il a pas brûlé les étapes, tout simplement. Il est resté du côté de la Bourgogne. Il a gagné des titres avec la GIA. Il a fini meilleur buteur de la Ligue 1. Et c'est au moment où il était, on va dire, mature footballistiquement, aux alentours de 23-24 ans, c'était en 2004, que là, il a pu prendre son envol. Alors, je suppose que Giroud a dû aussi donner son feu vert, parce qu'on part pas comme ça de la JOCR, mais c'est vrai que Djibril Cissé incarne un petit peu ce footballeur français qui a été formé en France, qui a réussi à se mettre en avant dans son équipe, à exploser aux yeux de tous, et après à partir à l'étranger. Et voilà, c'est un joueur, je trouve, qui a assez marqué sa génération. Malheureusement, après, il a eu des blessures, et ça a un petit peu changé le cours de sa carrière, mais sur son début de mandat, on va dire, à Djibril Cissé, c'était du quasi parfait. Non, mais il était dans une époque claire où il y avait un vrai processus de formation, d'apprentissage, de confirmation avant de pouvoir partir. On y viendra tout à l'heure, je pense. Ceux qui partent maintenant à 15 ans, 16 ans, voilà, c'est autre chose. Avant, il y avait cette construction du joueur qui se faisait en France, dans des clubs structurés, avec une vraie organisation, et ça leur permettait d'être costauds quand ils partaient à l'étranger. Alors, on a essayé de lister d'autres jeunes parfaits. On avait du coup pensé à Karim Benzema, formé à Lyon, puis transféré au Real Madrid. Samuel Umtiti, formé à Lyon, transféré au FC Barcelone. Hugo Lloris, formé à Nice, aujourd'hui à Tottenham. Mais aussi Alexandre Lacazette, formé à Lyon, transféré à Arsenal. Raphaël Guerreiro, formé à Caen, aujourd'hui au Borussia Dortmund. Raphaël Varane, formé à Lens, transféré au Real Madrid. Ou encore Corentin Tolisso, formé à Lyon, transféré au Bayern Munich, presque exclusivement, comme vient de le dire Julien, des Lyonnais. Est-ce à dire que les Lyonnais peuvent être Martial dans le coup aussi. Est-ce à dire que les Lyonnais sont des jeunes plus parfaits que les autres jeunes de la Ligue 1 Conforama? Non, mais le centre de formation qui a été construit à Lyon sur une philosophie bien particulière, c'est-à-dire que l'essentiel des joueurs sont des joueurs de la région. Et toutes les statistiques qui ont été faites sont claires. On a beau le répéter au club, aux parents, c'est pratiquement 70 à 80% des gamins qui restent dans leur région qui ont une chance de réussir. Et à l'inverse, ceux qui quittent leur région, le taux d'échec est de 70 à 80%. Donc Lyon a construit là-dessus et sur un vrai bassin de population important. C'est toute la région Rhône-Alpes, c'est pas mal. Ce que devrait faire Paris, ce que devrait faire Marseille, ils devraient être exactement au même niveau que Lyon pour créer des jeunes joueurs. Mais Lyon a un autre phénomène, c'est que derrière, ils arrivent à les faire jouer. Il y a toujours eu cette politique-là, mais ils les font jouer pour pouvoir les vendre. Très bien les vendre, d'ailleurs. Et bien les vendre, parce qu'ils sont en phase de réussite, et à ce moment-là, ils sont capables de les vendre, ce qui fait qu'ils en appellent d'autres. Quand on fait la place et qu'on en vend, il faut remplacer par un autre.
Ajax a été le premier à lancer ce mode de construction, de formation. Quand on en vend un, c'est parce qu'on a le remplaçant derrière. Non, mais c'est un cercle vertueux, en fait. Lyon a réussi à construire un cercle vertueux. On l'a vu avec Lacazette, avec Benzema. Là, bientôt, ça sera Nabil Fekir qui a peut-être cédé sa place. Et bien, un nouveau Nabil Fekir arrivera dans l'équipe de Lyon. Il est déjà prêt, voilà. Il y a Aouar, il y a des joueurs. Et il y a Mingweri, exactement. Il y a déjà des jeunes au centre du centre de formation qui n'attendent qu'une chose, c'est que les vieux, entre guillemets, on parle de joueurs qui ont 24, 25 ans, aillent vers d'autres cieux pour avoir leur place et avoir leur chance dans cette équipe de Lyon. Maintenant, le vrai problème des clubs comme Lyon, c'est que les joueurs peuvent partir avant. Je veux dire, à 16-17 ans, ils sont déjà supervisés par tous les grands clubs européens, qui les voient dans les sélections. Donc, le danger, il est là, dans la politique lyonnaise et la politique de formation de tous les clubs. C'est ça le danger. C'est les pilleurs anglais, allemands, espagnols, italiens moins. Lyon a encore de l'avance par rapport à ces clubs-là, parce que Lyon, en qualité de très bon formateur et du fait que les jeunes jouent, ils parviennent quand même à les conserver. Ils parviennent à les conserver, mais on voit les problèmes qu'ils ont maintenant pour faire signer les nouveaux contrats. Ça veut dire qu'un jeune qui n'a pas joué un seul match, on lui donne un salaire déjà d'un joueur pro confirmé. Et ça fait une surenchère qui à un moment, sera pas saine. Et qui, même pour le gamin qui, à 16-17 ans, se retrouve dans ces conditions-là, ça lui donne pas cette notion de l'effort et du travail qu'il doit encore faire pour devenir un pro confirmé. En France, ces dernières années, on a vu éclore des jeunes comme Ousmane Dembélé, Tanguy Ndombélé ou encore Kylian Mbappé. Alors pourquoi les jeunes sont-ils si forts en France ? Il y a une vraie construction et là, la fédération, je pense, depuis 20-30 ans, depuis M. Boulogne, a structuré les clubs en France. On peut dire ce qu'on veut, on peut toujours critiquer, on est français, on trouve toujours que c'est mieux ailleurs. Mais les autres sont venus voir ce qu'on venait. Les Allemands sont venus voir, les Anglais sont venus voir, les Italiens, les Espagnols, pour voir comment on construisait notre formation. Tout a été copié, les diplômes, l'encadrement, l'organisation. Après, ils l'ont mis un petit peu chacun à leur sauce, mais ils ont copié le modèle français qui existe depuis les années 70, qui s'est mis en place à partir de là. Donc, qu'est-ce qu'il a de si particulier, justement, ce modèle ? C'est que le maillage est total. Et souvent, je croise des parents dans la rue qui me disent « Ah, monsieur Domenech, est-ce que vous pouvez me donner un conseil ? Mon gamin, il a du talent. » La première chose que je leur dis, il a quel âge ? Bon, quand il me dit 6 ans, je laisse tomber. Quand il me dit 13-14 ans, bon, et il joue. Ah, pour le moment, il joue pas. Ou il joue dans un petit club, il joue si. Bon, j'ai compris déjà. S'il joue pas, ou s'il joue dans un petit club, c'est qu'il est mort. C'est même pas la peine d'en parler. Les autres qui jouent déjà dans un bon club, je leur dis toujours la même chose. Restez tranquille, ne bougez pas. Le football français est... Je veux dire, les espions, il doit y avoir plus d'espions pratiquement que d'entraîneurs. Il y en a sur tous les terrains, vous allez n'importe où, il y a des observateurs. À partir de l'âge de 10, 11 ans, il y a des observateurs qui sont des fois les entraîneurs des équipes adverses, qui notent, nous on le faisait quand on était à Lyon, on demandait à tous les entraîneurs des équipes de jeunes de noter le bon joueur qu'ils voyaient en face. C'est tout, on leur demandait juste, vous jouez contre lui, notez ce joueur-là, mettez le nom. Si vous pouvez prendre les coordonnées, tant mieux. Si on le revoyait, quelqu'un le recroisait une deuxième fois avec un autre club, il faisait la même chose. À partir de là, il y avait un émissaire qui allait voir et qui regardait, il disait tiens, intéressant, il commençait à le suivre, il commençait à le récupérer très tôt, très, très jeune. Ce maillage, il est fait partout en France. Et ça, je veux dire, pour le moment, je pense qu'on a beaucoup d'avance parce que les clubs travaillent bien. Il y a des entraîneurs compétents. Le diplôme de formateur, je rappelle que c'est la France qui l'a inventé. On l'a mis en place. Et les structures de toutes les catégories de jeunes sont en place. C'est ça la force du football français. On l'oublie tout le temps. On s'imagine qu'Mbappé il est sorti comme ça d'un coup. Il serait peut-être sorti à une autre époque. Mais là, il est sorti formé, construit, en plus avec des éducateurs de talent. Donc voilà ce que c'est que le football français. Et en plus, ce qui était
ce qu'on pensait être une faiblesse pour le foot français, à savoir pas pouvoir conserver les jeunes à un certain moment. Voilà, c'était il y a quelques années, une dizaine d'années. Désormais, il y a la place, justement, dans ces clubs de Ligue 1 pour faire éclore, pour conserver les joueurs. Alors, bien évidemment, on ne peut pas prendre l'exemple de Mbappé parce que lui, c'est un cas à part à bien des égards. Mais pour les autres jeunes joueurs qui ont du talent, on les laisse s'exprimer, on leur laisse le temps de s'exprimer en Ligue 1. Et ça aussi, c'est une des forces de notre championnat. Et puis il y a des joueurs, malheureusement, qui ne veulent pas prendre leur temps. On les a appelés les impatients. Ces jeunes joueurs au talent précoce, parfois trop précoce, qui n'ont pas eu le temps de mûrir en Ligue 1 Conforama et qui partent souvent trop tôt, car trop pressés d'être reconnus, ou simplement par l'appât du gain. Alors l'entourage n'est pas toujours de bons conseils. Et sur ce point précis, sur le rôle de l'entourage, Raymond, tu as dû forcément remarquer une évolution entre le moment où tu es devenu professionnel et aujourd'hui. Ah oui, parce que nous, enfin, je vais faire comme les vieux, là. À notre époque, les agents, ça n'existait pas. On venait, on allait discuter notre contrat. Quand on voulait une augmentation, on allait frapper à la porte du président. Je dis, et quelque part, c'est cette capacité aussi à s'assumer, à prendre des responsabilités. Je trouvais que c'était pas mal. Maintenant, ils font rien du tout. Ils sont là, c'est l'agent. Des fois, ils savent même pas que leur agent est allé discuter pour eux. Alors l'exemple le plus fameux qui nous est revenu tout de suite au sujet de ces talents partis trop vite, c'est celui de Florent Sinama Pongol et d'Anthony Le Tallec, partis tous les deux au Havre à l'âge de 18 ans pour rejoindre Liverpool. Et derrière Liverpool qui était entraîné par un entraîneur français à l'époque, qui avait oublié qu'il était DTN et qu'il disait aux joueurs français à l'époque, ne partez pas trop tôt, construisez votre chemin d'abord en France et après vous partirez à l'étranger. Voilà, ça c'est fait. Le message est passé. Plus récemment, il y a eu aussi des jeunes joueurs comme Mbaye Niang, parti au Milan AC à l'âge de 17 ans, Jérémy Ménez, parti à 20 ans à la Roma, ou encore Gaël Kakuta, qui a quitté le RC Lens à l'âge de 16 ans. Et encore, ceux-là ont réussi plus ou moins à rebondir, mais on se dit qu'en étant peut-être un peu plus patient, leur carrière aurait sans doute été beaucoup plus marquante. Ton avis là-dessus, Raymond, faut-il être un talent patient pour passer le cap du talent et devenir un grand joueur ? Je prendrai le cas aussi de Thierry Henry et de Patrick Vieira, qui sont partis en Italie, qui ont vécu tous les deux des années très, très compliquées. Et ils ont eu la chance d'avoir Arsène Wenger qui les a récupérés après Arsenal et qui leur a, dans un contexte plutôt plus français, qui leur a permis aussi de rebondir et de s'exprimer. Pour moi, il n'y a pas de vraie règle. Si le club est un bon club, s'il y a un vrai projet, si ils ont une chance de jouer, si l'entraîneur les a vraiment voulu, on ne peut pas dire il ne faut pas partir. C'est la solidité du milieu familial qui fait la différence. Où ils sont capables de s'imposer, de discuter, de construire quelque chose. C'est ça. Si c'est quelqu'un qui a toujours été pris en charge, qui fait un petit peu tout, n'importe quoi, il faut surtout pas qu'il parte tout seul. Il va se perdre. Si c'est quelqu'un de structuré, de construit, il peut, parce qu'il va être solide après. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas une vraie règle. Mais je réfléchis toujours comme les vieux. Je me dis, et moi, à mon époque, j'aurais fait quoi ? J'aurais fait comme eux. Il faut arrêter les leçons de morale, gentil. Si on m'avait proposé 10 fois un truc pour aller en Angleterre, mais j'aurais fait des pieds et des mains pour partir. C'est logique et on peut dire ce qu'on veut, expliquer ce qu'on veut comme on veut. Voilà, c'est le marché qui pose problème. C'est pas l'individu à qui on va lui proposer de dire tu vas à Liverpool, tu vas à Manchester, tu vas à Madrid pour 10 fois plus que ce qu'on te propose. Tu joueras peut-être, mais pas plus ou moins que dans ton club. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On part. Donc, ce que tu es en train de nous dire, Raymond, c'est que quand tu es entraîneur, tu n'as aucun moyen de retenir un jeune joueur qui veut partir à l'étranger ? Si. Ça t'est déjà arrivé, toi, par exemple ? De discuter avec eux ? Non. Le moyen de le retenir, s'il n'a pas envie. Et en plus, si son agent n'a pas envie, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est quand il part à l'étranger, sur les 10 fois plus qu'il va gagner, l'agent, il prend 10%. Donc, il a tout intérêt à ce qu'il parte. On est souvent dans cette problématique-là, c'est que l'intérêt direct de l'agent, c'est que ça bouge. C'est un an là, un an là-bas, et que ça tourne en permanence, et qu'il y ait des transferts. L'entraîneur peut expliquer aux joueurs, et dire, écoute, voilà, avec toi, on a un vrai projet. L'année prochaine, pour moi, j'ai prévu, tu vas jouer
Pas tous les matchs, personne ne peut promettre que tu vas jouer tous les matchs, mais je t'intègre dans le groupe, c'est à toi de te faire ta place. Ta concurrence regarde qui est en concurrence avec toi. On prend personne à ces postes-là. Ça, on peut lui dire, pour lui montrer que vraiment, on compte sur lui. Et tu dis 1 an, 2 ans, et dans 2 ans, le président se met d'accord avec toi, tu as un bon de sortie, mais un vrai bon de sortie dans un club où tu iras costaud. Moi, je leur répétais toujours, partez pour être titulaire. Si vous partez que vous êtes costaud, vous partez pour être titulaire. Après, vous n'êtes pas sûr de le rester, jamais. Mais si vous partez en petit jeune qui arrive dans un pays inconnu en ne parlant pas la langue, déjà, ça va être compliqué. Parfaite transition pour parler des Erasmus, ces jeunes étrangers qui viennent faire leurs armes en Ligue 1 Conforama. Chaque été, depuis de nombreuses années, la Ligue 1 Conforama accueille des jeunes talents qui viennent des 4 coins du globe. On les a donc appelés les Erasmus, de Ronaldinho en passant par Petr Cech, Bernardo Silva et James Rodriguez ou encore Alexander Golovin. Cette saison, on a parfois l'impression que la Ligue 1 Conforama est le parc à jouer des futures stars mondiales. Alors qu'est-ce qui est attractif pour un jeune joueur dans notre Ligue 1 Conforama et surtout, qu'est-ce que l'on vient y chercher quand on est un très jeune joueur étranger et surtout prometteur? Du temps de jeu. Je pense que c'est tous. Ils sont à peu près sûrs quand ils viennent qu'ils vont jouer. Et il y a des clubs, même les clubs français européens, quand ils peuvent jouer, accéder à ces clubs-là, ils savent qu'ils vont avoir une visibilité et que le marché français revend toujours. Ils ne seront pas bloqués. Et c'est un tremplin. Ils viennent tous ici. La France, c'est un trampoline. Non, parce qu'à une époque, on disait, les Brésiliens racontaient souvent quand ils arrivaient en France que qu'ils venaient en Ligue 1 Conforama pour se remettre au niveau physiquement, en tout cas pour passer un palier au niveau physique. Physiquement, oui, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, on a des formateurs, un diplôme qui existe depuis très très longtemps, avec des gens qui sont capables de faire travailler les jeunes joueurs et de les amener au plus haut niveau. C'est pas d'aujourd'hui. Et c'est vrai que ça se sait, les gens sont au courant que. Mais je me souviens, c'est l'entraîneur, le recruteur de Séville, Monchi, qui disait, moi, j'ai pas de souci. Quand je veux prendre un jeune, je vais en France parce que je sais qu'ils sont bien préparés. Mais ils se trompent pas. Et ils ont toujours pris à Séville, ils ont pris des jeunes en se disant, on sait qu'ils ont une culture du travail chez les jeunes. Ils la perdent de temps en temps, pour certains, mais en général, on l'a, cette culture. Il y a 2 clubs qui sont branchés jeunes joueurs étrangers en Ligue 1 Conforama. C'est Lille, depuis 2 ans avec les AO, Arojo Selic. Et Monaco depuis l'arrivée de Dimitri Ribolovlev avec Fabinho, Campos ou encore Bernardo Silva. Avec quand même pas mal de réussites. Ça avait moins marché quand Rennes s'y était essayé avec Severino, Lucas ou encore Luis Fabiano. Raymond, qu'est-ce que tu penses des stratégies de ces clubs ? Mais c'est la nouvelle ère. On est rentré et tous les clubs s'imaginent. Bordeaux va faire pareil. Ils essayent. On l'a déjà fait avec Adli, du PSG. Le problème de ces capitaux qui arrivent d'ailleurs et qui veulent de la rentabilité tout de suite. Donc la rentabilité, c'est quoi ? C'est la revente. On prend des jeunes joueurs, pas trop cher, on en prend un certain nombre, même si on en prend 10 qui coûtent chacun 1 million, il suffit qu'on en vende un derrière à 120 ou 180 et on a gagné. La logique, elle n'est plus sportive. La logique, elle est économique. Et ces clubs-là, on l'a vu avec Monaco cette année, oui, il peut y avoir une réussite temporaire. Mais quand on a vidé le magasin, derrière, on n'a plus rien à vendre. Et ils sont un peu dans cette situation. Lille a fait l'inverse. Ils ont commencé catastrophe. Et ils font une année exceptionnelle. Ils vont vendre 2-3 joueurs. Et j'espère que Christophe Galtier va réussir à garder l'ossature parce que ça serait dommage qu'il fasse la Champions League avec une équipe comme Monaco l'année dernière. Voilà, c'est le problème de cette nouvelle politique, c'est ça. C'est de se dire comment on la continue. Comment on pérennise le potentiel de l'équipe. Ce qu'on peut reconnaître à ces clubs-là, c'est leur attractivité pour les jeunes, parce que ces jeunes-là, ils savent que, alors sans parler forcément d'aspect financier, ils savent qu'en temps de jeu, ils seront gagnants. Ils vont être exposés tout au long de la saison dans leur club, que ce soit à Lille ou à Monaco, ils vont avoir du temps de jeu, ça leur permet de progresser. Et ensuite, il y aura en effet cette revente. Si. Et là, entre guillemets, tout le monde est gagnant, quoi. Et le club,
parce que ça fait partie de l'économie aussi de ces clubs-là, et le joueur qui ira mais pour ça, à un stade supérieur. Pour ça, il faut que ça réussisse. Mais il faut que ça réussisse. Monaco, ils ont réussi à vendre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été champions. Champions de France et demi-finalistes de la Ligue des Champions. S'ils finissent 10e, c'est pas le même budget. Hein. On se retrouve pas dans la même situation. Justement, Julien, je crois qu'il y a un Erasmus qui ne va pas tarder à ne plus avoir l'âge d'aller à la fac, mais qui te plaît particulièrement en Ligue 1. Conforama, il est italien, il joue à Paris. Ah, Marco Verratti, bien oui. Ce garçon, faut le rappeler, il est arrivé très tôt en provenance de Pescara. Alors ça a été un choix, on va dire, de l'émir. C'est même pas les dirigeants vraiment du Paris Saint-Germain, c'est l'émir du Qatar et un de ses conseillers qui l'aurait remarqué à l'époque. Et il est arrivé en même temps que Zlatan Ibrahimovic. Alors, bien sûr, dans l'ombre de Zlatan, parce qu'à l'époque, Zlatan avait pris toute la lumière. Je veux dire dans la poche. Oui, ou dans la poche, on peut dire aussi dans la poche. Et mine de rien, si Marco Verratti, maintenant, est considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs de Ligue 1, voire d'Europe à son poste, c'est grâce à ce qu'il a appris au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que maintenant, la période d'Erasmus l'a un petit peu beaucoup duré, c'est compliqué quand on est au Paris Saint-Germain d'y partir, mais c'est quel joueur. Avec Verratti, on n'est pas loin du Tanguy, justement, on aborde la dernière partie de ce podcast sur les jeunes de la Ligue 1 Conforama avec nos chouchous, ceux dans laquelle se retrouvent le plus Julien et moi. Les Tanguy, forcément, ces joueurs qui ont eu du mal à quitter le nid, ceux qui sont restés trop longtemps dans leur club. Julien, encore une fois, il y a un Tanguy pour qui tu nourris une affection toute particulière. Il joue à Marseille et il est gardien. Ah, Steve Mandanda, oui. Alors, il a fait une exception quand même. Lui, il a fait aussi une période d'Erasmus. Il est parti à Crystal Palace pour voir en première ligue un peu si l'herbe était plus verte. Malheureusement, ça s'est pas bien passé pour lui. Et c'est vrai que, on va dire qu'il a trouvé ses attaches du côté de l'Olympique de Marseille. Et quand on a tout le confort, dans un club, qu'on est adulé, qu'on est, son surnom, c'est le Phénoméno, dans les travées du Vélodrome. Pourquoi aller voir ailleurs ? C'est pour ça qu'il a eu un petit peu du mal à quitter l'Olympique de Marseille, mais il a plus de 350 matchs ou 450 matchs avec l'OM. Il y est bien. On peut le comprendre, il fait beau là-bas, c'est un grand club. Difficile d'aller s'imposer ailleurs. Alors, on avait aussi pensé à Romain Danzé, qui a passé toute sa carrière à Rennes, ou encore Sidney Govou, annoncé sur le départ tous les ans avec le Lyon de la grande époque. Il y avait aussi Jérémy Janot à Saint-Etienne, ou encore Éric Sicora à Lens. Alors, Raymond, et là je vais faire appel au Raymond joueur, à quoi reconnaît-on que c'est la bonne opportunité pour partir ? Si je prends mon exemple, c'est un moment d'usure. On sent qu'on n'a plus rien à prouver, on n'amène plus rien. Moi, je suis arrivé à cette période-là, alors que j'ai commencé à Lyon, j'avais 8 ans à l'Olympique Lyonnais. Et je suis parti à 25 ans, parce que tous les ans, et j'avais commencé à jouer à 18 ans, donc j'étais à ma 7e saison. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrivait, un nouveau, le public ne voyait que ce qu'il faisait de bien. Moi, j'étais capitaine de l'équipe. Il suffisait que je mette un ballon en touche, je me faisais siffler. On fait partie des meubles. À un moment, quand on fait partie des meubles, il faut déménager. À ce moment-là, il faut se renouveler soi-même et il faut être capable de se remettre en cause. Voilà. Moi, je suis parti derrière à Strasbourg. Ça s'est fait en 3 jours. Hein. On est venu me voir, on dit « Est-ce que ça t'intéresse ?» Je dis bien sûr. Le déclic, ça a été justement... C'était ça, il y a eu un match en début de saison, il y avait un truc, on n'était pas bon. Et il y avait 2-3 joueurs qui étaient arrivés, qui étaient payés 2 fois, 3 fois ce que nous on avait en tant qu'anciens Lyonnais. C'est dit la considération financière, on l'avait pas. Le public, on l'avait plus parce qu'on faisait partie des meubles, ils nous voyaient plus. Je dis, voilà, c'est le déclic, il était là et l'opportunité est tombée à ce moment-là. Bon, il faut partir, se remettre en cause. Je suis parti à Strasbourg, on a été champion, on a fini la première année 3e et la deuxième année champion. Donc c'était vraiment ça, c'est ce besoin. Il faut être capable à un certain âge de se remettre en cause. Ce qu'a fait Dubois. Moi, je trouve que c'est bien. Il aurait pu rester, il était capitaine au club. Nantes, ouais. Il aurait pu être capitaine, il serait devenu entraîneur, président un jour. C'est ce que je disais toujours, moi, à Lyon. C'est ce que j'aurais pu faire si j'étais resté. Mais oui, mais directeur sportif, voilà. Et on serait resté. Et lui, il a eu le courage. Voilà, il faut partir. Il a eu un début d'année difficile. Et là, il est en équipe de France. Bravo. Justement, avec Léo Dubois, on a le parfait contre-exemple parce que ces jeunes talents qui restent au club toute leur carrière, c'est quand même un phénomène qui est presque totalement disparu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
parce que c'est beaucoup plus naturel maintenant de bouger, de partir. Déjà, on l'expliquait tout à l'heure, pour les agents, c'est mieux. Il y a 10% au passage. S'ils restent au club, c'est juste 10% sur le salaire. Et comme ils ne discutent pas, à la limite, le joueur va se dire « j'ai pas besoin de toi, tu sais, je suis là, j'ai signé ». Quand il y a un transfert, ça enclenche quelque chose. Donc le milieu économique pousse à ce qu'il y ait des transferts. Ça rentre dans les bilans, c'est amortissable sur plusieurs années. Le joueur est devenu un produit. Et le produit, on ne le garde pas dans le magasin. On le met en vitrine pour pouvoir le vendre. Si on est content qu'on a le prix de la plus belle vitrine un jour ou deux, un an ou deux, c'est bien. Mais derrière, il faut vendre le produit pour en mettre un nouveau et attirer des gens, des spectateurs. C'est pour ça que c'est fini, les joueurs qui resteront... les carrières à la Maldini, voilà, Steven Gerrard. C'est fini. Il y a les mauvais qui resteront, dont personne ne voudra. Mais les bons, ils resteront jamais. Justement, et avant d'en venir à la conclusion, on voulait aussi te demander comment faire justement pour que nos talents, nos jeunes talents ne s'échappent pas, ou en tout cas moins. Moi, je défends, et là, je suis d'accord avec les dirigeants, et il y a un grand débat en ce moment avec l'UNFP. L'UEFA la FIFA est un petit peu contre, c'est que le premier contrat soit plus long. Le contrat doit faire 5 ans, qu'on puisse le signer à partir de 17 ans et faire un contrat de 5 ans. Je veux dire, avec des conditions financières, bien sûr, qui seront revalorisées en fonction des matchs, mais de se dire que les clubs qui ont formé ces joueurs aient la possibilité de garder leurs joueurs le temps d'une formation et après, ils partiront. Ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle émission, un nouveau podcast avec Rond Central. On arrive en tout cas à la fin de cette émission et avant de se quitter, on va essayer de se donner 3 noms de jeunes joueurs dont on va entendre parler la saison prochaine en Ligue 1 Conforama. Et je commence, avant que vous me piquiez mes talents, je propose Amine Gouiri dont on a parlé et qui revient à fond après une blessure au genou. Je vous propose aussi celui qui a de l'avenir dans les cages à Monaco ou ailleurs, Loïc Badiachil. Enfin, William Saliba, s'il reste à Saint-Etienne la saison prochaine. Julien, à toi de jouer pendant que Raymond réfléchit à sa compo. Merci de me faire passer en deuxième, comme ça je suis bien dedans. Alors même si on en a déjà parlé, quand même, Bouba Kamara, je pense que ça va être l'année de la confirmation du côté de l'OM. D'ailleurs, pour moi, c'était lui le trophée UNFP Espoir, parce que c'est le joueur qui avait entre guillemets le moins de matchs de Ligue 1 parmi les joueurs listés. Ça me permet de réfléchir aussi à quel joueur je vais pouvoir citer derrière. Le petit, je sais pas, c'est lui qui est jeune. C'est lui qui est jeune. C'est lui qui est jeune, ouais. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'il a un bel avenir. C'est un Erasmus, mais il a un bel avenir, notamment avec la sélection turque. Et puis un autre qui me plaît beaucoup, c'est un Parisien, c'est Colin Dagba. Ce garçon, vraiment, c'est un peu l'élève modèle, le latéral droit qui ne fait pas trop, pas moins, qui défend bien, qui apporte offensivement. Thomas Tuchel compte énormément sur lui. Et je ne serais pas étonné qu'il ait plus de temps de jeu la saison prochaine. Raymond, ton scouting pour la saison prochaine ? Moi, je suis nul à ce jeu-là. Si j'ai une liste des joueurs, je sais. Mais alors, s'il faut trouver des noms comme ça, quand on fait l'émission sur l'équipe avec Estelle, chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, des fois, j'ai réussi à oublier les joueurs que j'avais eu moi-même dans mes équipes. Donc là, vous me demandez un truc qui est impossible pour moi. Si j'ai la liste, je vais trouver quelques-uns, mais vous en avez déjà cité quelques-uns. Et je pense qu'à Lyon, ils en ont quelques-uns. Je pense que Gouiri va être un joueur d'avenir intéressant. Merci beaucoup Raymond Domenech d'être passé nous voir sur Rond Central. C'était un plaisir. Merci Julien Froment. Merci. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Rond Central.